Soyez les bienvenus dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine spéciale République démocratique du Congo, notre dossier du jour s'intéressera au financement des petites et moyennes entreprises dans ce pays d'Afrique centrale. Au sommaire également, Jean-Pierre Bemba, bientôt fixé sur son sort. L'accusation a requis ce mercredi une peine de 25 ans de prison contre l'ancien vice-président congolais reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Et puis au Burkina Faso, le tribunal militaire sort de son silence et dément l'annulation du mandat d'arrêt international contre l'ancien président Blaise Compaoré. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Monsieur Serge Dossou Yovo. Bonsoir, vous êtes consultant en politique de développement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Gardila, merci de m'avoir invité. Et avec nous également nos éditorialistes, Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Grazela et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Ravi d'être avec vous sur le plateau. Et Malik Achar. Malik, bonsoir. Bonsoir Grazela, un plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Tout de suite, c'est l'info du jour. Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président congolais, a été reconnu coupable le 21 mars 2016 de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre devant la Cour pénale internationale pour des actes commis par sa milice en Centrafrique en 2002 et 2003. Ces derniers jours se tenait l'audience sur la détermination de la peine à infliger à l'ancien homme d'État et l'accusation a requis ce mercredi une peine de 25 ans d'emprisonnement minimum. Jean-Marie, une première réaction? La réaction, c'est que ça lève un peu le verrou, si vous voulez, sur l'impunité des hommes politiques en Afrique, d'autant plus que l'Afrique n'a jamais fait l'effort de pouvoir mettre en place une cour de justice qui puisse juger les crimes contre l'humanité en Afrique, sachant très bien que c'est un crime qui est imprescriptible, selon le droit international. Donc à partir de là, dès l'instant, je ne connais pas c'est-à-dire le fond du dossier en tant que tel, c'est-à-dire d'un point de vue juridique, mais nous avons quand même vu, c'est-à-dire les exactions qui ont été commises en RDC, et c'est-à-dire les pays aux alentours. Donc maintenant, la Cour pénale internationale, c'est-à-dire, juge sur les faits. Je pense que ces gens-là, ils ont eu le temps de pouvoir faire le tour du dossier, de déterminer les responsabilités des uns et des autres, des différents acteurs sur ce dossier-là. Donc à partir de là, dès l'instant, nous les Africains, on se dit toujours que la Cour pénale a été créée pour nous. Mais je rappelle toujours une chose ici, là, c'est que les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose de neuf, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a existé. Je renvoie souvent aux gens au procès de Nuremberg et tout ce qui s'ensuit, c'est des crimes contre l'humanité. Donc dès l'instant que c'est posé, on se dit souvent que oui, cette Cour pénale-là est faite pour nous. C'est vrai que dans un sens, on peut se dire c'est la réalité. Quand on fait référence à Bush, ainsi de suite, il y a eu des plaintes qui ont été déposées contre eux. Mais le problème, les États-Unis se cachent derrière le fait qu'ils n'ont jamais signé ce traité international-là. Donc à partir de là, dès qu'un pays africain, nos pays aussi l'oublient souvent, quand vous signez un traité international, il vous lie. Donc vous êtes obligé de pouvoir exécuter ce traité international-là. J'attends tout simplement que l'Union africaine puisse créer une cour qui juge les dirigeants africains de manière à ne pas laisser des crimes impunis. Alors, c'est la première fois qu'un accusé est condamné au nom du principe de la responsabilité du commandant. La défense de Jean-Pierre Bemba dénonce une injustice et demande à ce que la responsabilité individuelle soit évaluée. Qu'en pensez-vous, Monsieur Dossou Yovo? Oui, je pense que c'est un début. Les gens ne peuvent pas seulement être interpellés par rapport à ce qu'ils ont fait de façon collective. Il faut que, parce qu'à un moment donné, il y a des décisions personnelles qui sont prises. Effectivement, il y a l'environnement, il y a les gens alentours, mais ceux qui sont condamnés, ceux qui sont interpellés, prennent des décisions en leur âme et conscience. Et effectivement, à ce moment-là, il est normal que, tout en tenant compte de l'esprit collectif de ces actions, il faut aussi interpeller la question personnelle, quel a été l'engagement personnel de la personne au moment où il a pris la décision. Malik, vous partagez ce sentiment? Complètement, oui. Très facile pour la défense de dire qu'il n'a pas d'implication directe. Il a une responsabilité, il a été chef d'une milice et donc il est peu crédible qu'il n'ait pas eu des informations sur les exactions. Il faut laisser la justice maintenant. Elle a rendu son verdict, mais ce verdict me semble juste. La problématique qui se pose ici, c'est quelle réparation pour les victimes. Et c'est toujours le problème. C'est-à-dire que les populations ne sont jamais réparées. Et la problématique, cette problématique qui se pose actuellement, c'est
la symbolique c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait derrière? Qu'est-ce qu'on fait pour les victimes qui ont été justement touchées par ces actes? Je voulais apporter un petit complément par rapport à ce que dit notre ami. Effectivement, le fait de condamner officiellement, c'est un début de solution par rapport à ce que vous évoquez sur la réparation par rapport aux victimes. Mais là où je ne rejoins pas complètement Jean-Marie, c'est que, en fait, le fait de créer une instance au niveau africain ne changera rien. Moi, je crois que c'est dans le pays qu'il faut avoir le courage de traiter de ces choses, et ça va répondre à la question que pose Malik. Ceux qui ont vécu ces drames sont dans les pays, les acteurs sont dans les pays, et ceux qui peuvent analyser le mieux sont dans les pays. Quand on déporte un procès comme ça, qu'il soit à La Haye ou à une instance internationale, j'ai quand même l'impression qu'il y a des éléments qui vont échapper et qu'on va se cacher derrière un ensemble d'éléments diplomatiques ou voilà. Donc voilà, c'est la petite nuance. Mais justement, est-ce que les pays ont les moyens justement de mettre en place ces instances? S'ils ont les moyens d'aller vers une cour, on va dire continentale ou on va dire régionale. Mais peut-être que justement en harmonisant les efforts, je pense que c'était le point de Jean-Marie. Je voulais dire là-dessus, bon, je suis tout à fait d'accord avec vous, on ne peut pas oublier les victimes, mais tout simplement, il y a une donnée qui est simple, c'est qu'il faut qu'il y ait une instance apte à pouvoir diriger, si vous voulez, ces individus-là. Évidemment, le côté des victimes ne doit pas être laissé pour compte. Et effectivement, ce n'est pas parce qu'un procès se déroule dans le pays que ça veut dire pour autant que ce projet-là se déroulera mieux que s'il se déroulait à l'extérieur. Ça dépend, si vous voulez, des limites qu'on pose. C'est-à-dire le champ d'action, le champ d'application, c'est-à-dire d'une décision. Ce champ d'application-là, il va concerner l'individu qui a été condamné. Ensuite, vous avez des réparations en face sur ce côté-là. Bon, nous ne pouvons pas être en désaccord là-dessus parce que vous avez quand même des gens qui ont subi ces violences-là, qui ont perdu, si vous voulez, des êtres chers. Malik, très rapidement. Très rapidement. Je voulais dire que les Africains sont les premiers responsables de l'absence d'une cour africaine. Pourquoi? Parce que regardez les relations qu'ont les pays africains entre eux. Regardez les accords dans le domaine de la justice. Très difficile pour les pays africains de s'accorder sur les extraditions. Quand nous allons aborder le sujet de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, nous avons eu plusieurs péripéties pour justement permettre le jugement de Blaise Compaoré. Donc il faut déjà que les pays africains s'entendent sur les procédures de justice à mettre en place et des protocoles qui doivent être mis en place également entre les pays. D'où la nécessité d'avoir des instances internationales là-dessus, Graziella, qui pourront tirer tout le monde, mettre tout le monde ou pas. Merci pour toutes ces précisions, messieurs. Dans l'actualité également, Blaise Compaoré, toujours dans le viseur de la justice militaire burkinabé. Selon le nouveau procureur du tribunal militaire de Ouagadougou, le mandat d'arrêt international visant l'ancien président pour son implication présumée dans l'assassinat de Thomas Sankara est toujours en vigueur, contrairement aux informations relayées dans la presse. On fait le point tout de suite avec notre correspondant, Wendiam Valentin Compaoré. Au Burkina Faso, le mandat d'arrêt lancé contre l'ancien président Blaise Compaoré reste en vigueur. Selon le nouveau commissaire du gouvernement, Aliou Zanré, le mandat d'arrêt émis par la justice militaire n'a jamais été annulé. Pour le nouveau procureur près le tribunal militaire de Ouagadougou, les mandats annulés ne concernent que le dossier du coup d'État de septembre 2015. Ceux relatifs à l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, dans lequel l'ex-président Blaise Compaoré est cité, restent intacts. Lorsqu'on a reçu le directeur du tribunal militaire, Sita Sangaré, le magistrat colonel Sita Sangaré, il avait dit la même chose. Donc ça, c'est depuis le début, et c'est au lendemain seulement de l'annulation des mandats d'arrêt lancés contre Guillaume Soro. Donc il avait bien précisé que le président Compaoré n'était pas concerné par les mandats d'arrêt qui avaient été lancés. Donc les mandats d'arrêt annulés, c'était uniquement les mandats d'arrêt qui avaient été lancés suite au coup d'État de 16 et 17 septembre dernier. Donc les autres mandats d'arrêt ne sont pas du tout concernés par l'annulation. Cette mise au point intervient dans un contexte où la justice militaire est fortement mise en cause. La Cour de cassation a annulé le 28 avril pour vice de forme les mandats d'arrêt internationaux émis en janvier contre plusieurs personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, dans le cadre du putsch manqué. Ça fait beaucoup réfléchir et c'est que les acteurs de la justice, que ce soit les avocats et même un certain nombre de magistrats, ont fait quand même des déclarations pour dire tout simplement qu'il y a un sérieux problème au niveau de la justice militaire et qu'il y a une vérité justement qui jusqu'à présent n'est pas encore dite à la population. Donc les gens font notamment référence
à une interférence du gouvernement, donc du politique dans ce dossier. Donc on se dit tout simplement que ce n'est pas forcément ce qui nous est dit, ne vient pas forcément des acteurs de la justice, mais certainement qu'il y a la manipulation quelque part. Pour rappel, le 6 mai 2016, le chef de l'État, Roch-Marc-Christian Kaboré, avait mis fin aux fonctions du commissaire du gouvernement, le lieutenant-colonel Norbert Koudougou. Il a été remplacé par le magistrat militaire Alioune Zanré, précédemment premier substitut du commissaire du gouvernement. Le juge d'instruction qui s'occupait de l'affaire de l'assassinat du président Thomas Sankara a également été dessaisi du dossier. Malik, comment expliquer que le tribunal militaire burkinabé ait mis autant de temps pour démentir justement ces informations ? Je pense nous sommes dans une situation très compliquée. Le Burkina Faso a vécu une période très difficile et donc l'organisation des institutions est difficile aussi. Donc je pense que ça, c'est une des causes qui a ralenti justement ce démenti. Nous sommes dans une période de réorganisation des institutions au Burkina Faso et peut-être que le jeu politique fait qu'il y a eu des retards et il est difficile d'expliquer cela parce qu'il y a certains dossiers qui sont sensibles et qui peuvent pour certains altérer, je dirais, la stabilité du pays. Donc cette explication est possible. Néanmoins, je suis déçu de voir que les deux mandats ont été annulés pour les coups d'État. Là, il s'agit de l'affaire Sankara et je pense qu'il faudrait juger Blaise Compaoré pour justement aussi ses actes et notamment pour les 2 coups d'État, même si son bilan après il est discutable, nous pouvons en discuter. Mais en tout cas, sa responsabilité est très forte dans les coups d'État qu'il a mis en place. Il y a vraisemblablement eu des vices de procédure, ce qui fait que l'annulation finalement de ce mandat d'arrêt n'est pas totalement exclue. Jean-Marie. Vous savez, chez nous en Afrique, je parle de l'impunité là tout à l'heure, Graziella. Le problème qui se pose, il est grave. C'est-à-dire, les faits aujourd'hui, Sankara a été tué en 1986 par là. D'accord ? Aujourd'hui, on a eu le temps de pouvoir faire le tour de ce dossier-là, de déterminer les responsabilités. Dans ce dossier-là, moi, je lis quoi ? Ma lecture personnelle est la suivante, c'est que c'est une affaire qui touche sur la diplomatie entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Dès l'instant qu'on vous dit dans une affaire comme celle-ci qu'elle va se régler diplomatiquement, ça voudrait dire quoi? Se régler diplomatiquement, ça veut dire que plus ou moins l'affaire est avérée, mais on ne veut pas faire des vagues. Mais ce serait quand même décevant, comme Malik le disait tout à l'heure, ce serait décevant pour moi que la mort de Thomas Sankara passe par perte et profit, alors qu'aujourd'hui, c'est-à-dire les faits sont avérés, c'est-à-dire le responsable est désigné. Je ne suis pas un juge en tant que tel, mais je lis, c'est-à-dire les faits que j'ai lus depuis 1986, si vous voulez, sur la mort de Sankara. Là, les responsabilités. Vous avez des tas d'organismes américains, européens, qui ont enquêté dessus. Les gens n'ont qu'à lire des enquêtes. Donc, à partir de là, on va encore instaurer l'impunité en Afrique sous prétexte que c'est le fait politique qui prime. Le fait politique, la justice, je ne suis pas d'accord avec la démarche du président burkinabé, tout simplement pourquoi la justice est censée être indépendante dans un État. Pour assurer l'équité du jugement pour tout le monde, on doit laisser la justice. Le président de la République n'est pas obligé d'être informé de la moindre affaire qui se passe dans un État. Donc là, c'est une affaire d'État en tant que telle, donc on le sait très bien ce qui se passe là-dessus. On sait ce qui se passe là-dessus, donc à partir de là, j'estime qu'on devrait laisser la justice fonctionner un peu mieux en Afrique pour essayer d'ancrer mieux nos démocraties africaines. Monsieur Dossou-Yovo, y a-t-il des chances aujourd'hui que Blaise Compaoré soit renvoyé au Burkina Faso? Moi, je crois que la question essentielle est là. Ce n'est pas la question du mandat. C'est quelle est la capacité de ces deux pays-là à pouvoir mettre en œuvre le processus qui va conduire à l'établissement d'un procès. Le procès d'établira ensuite si on le condamne ou pas. Effectivement, beaucoup d'éléments sont là, mais en fait, on est en train de parler d'un ancien chef d'État qui a vécu plus de 20 ans au pouvoir, qui est toujours en vie, qui a des intérêts aussi bien au Burkina Faso qu'en Côte d'Ivoire, son pays d'accueil à ce jour. Et c'est là où les choses se compliquent. Et nous connaissons nos sensibilités africaines dans la gestion des questions politiques. N'oublions pas que Blaise Compaoré a des ennemis, j'allais dire, mais également des amis au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Et chaque camp tire tire le drap de son côté. À partir de ce moment-là, on peut se poser la question, parce que depuis le temps que ce mandat a été émis,
si les décisions étaient courageuses et qu'elles voulaient vraiment faire aboutir les choses, on aurait pu aller plus vite. On peut se poser des questions à savoir si on y arrivera un jour. Est-ce que justement, en fait, cette affaire ne risque pas, pardonnez-moi de vous couper, de brouiller les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, Malik? On a vu déjà les tensions qui ont survenu entre les deux pays. Moi, je pense que dans le cadre de la justice, ces tensions n'ont pas lieu d'être. Je pense que la Côte d'Ivoire a quand même été assez réticente sur ce coup-là et a mené un double jeu, malheureusement, sur ce dossier, parce que nous sommes dans un État en reconstruction, le Burkina Faso. Et vous savez, quand vous êtes dans une période de reconstruction, vous avez toujours cette population qui a un besoin de justice. Et pour cette population du Burkina Faso, il faut laisser la justice faire son travail et la Côte d'Ivoire doit pleinement permettre justement à cette justice d'émerger. Merci pour ces précisions, Malik. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.